Bienvenue dans Duo et Débat, l'émission qui sent bon les chaussettes dépareillées. Bonsoir les bosseurs, bonjour les chômeurs. Bienvenue dans Duo et Débat 3, le retour, Reloaded, Extended Version, Ultimate Bonus Remake, l'émission qui chante bon les chaussettes dépareillées en Dolby Digital 4K THX Dolby Vision. Nous sommes toujours là, comme disait Morpheus, et pour le plus grand plaisir de vos oreilles, bienvenue aux nouveaux voyageurs et un grand salut aux fidèles auditeurs. Suivez-nous dans le terrier du lapin blanc pour ce troisième volet de nos revues de l'actualité et de nos débats enflammés. En ce mois de novembre, après un tour dans le métaverse, nous vous proposons un sujet plus culturel, plus léger et étonnamment visuel. La mort. Mais la mort de quoi ? La mort dans la peau ? La mort aux trousses ? La mort en face ? Les reliques de la mort ? Eh ben, jeune sorcier, un peu de tout ça. En effet, le lien entre toutes ces fameuses morts, vous l'aurez compris, ce sont les salles obscures. Et en ce mois-ci, nous avons décidé de nous pencher sur la crise du cinéma et de la décrépitude des créations originales de notre cher 7e art. Mais comme je ne partage jamais l'affiche seule, il me faut un partenaire à l'écran. Il est tout frais, un peu courbaturé aujourd'hui. Il jardine aussi bien qu'il manie les mots. Je parle bien entendu de mon cher duo, Mou. Ça va ? Bonjour Boobs. En effet, je suis un petit peu courbaturé. En ce 10 novembre 2022, jour de notre enregistrement. Et bienvenue à tous chez nous. Vous aurez reconnu sa voix de stentor, sa verve guillerette. On aurait pu l'appeler l'émission des hauts et des boobs, mais on a préféré le débat à l'ego trip. Je suis bien sûr accompagné de boobs, comme toujours. Et alors boobs, qu'est-ce qu'on a au programme ce mois-ci ? Duo. Débat. It's le sommaire. Alors en ce mois de novembre, on va pas changer une équipe qui gagne, on va vous parler dans un premier temps des actualités, en bref, qui ont marqué ce dernier mois passé et qui nous ont tous les deux interpellés. Puis nous vous proposerons des bonbons sucrés et peut-être un peu différents cette fois-ci, des sujets sur lesquels on avait envie de mettre la lumière pour enfin passer à notre débat du jour sur l'avenir de la créativité au cinéma, l'avenir des films, création originale. Et la question est, a-t-on déjà fait tous les films ? Et il y a beaucoup à dire. En effet. Avec moi, les histoires d'amour ne s'écrivent pas dans le temps. Ce sont des histoires courtes, compactes, passionnelles. Et pour cette première brève, on va parler métal, ou plutôt plastique, ou plutôt les deux. En effet, une équipe de recherche à l'université de Chicago a mis au point, sans vraiment savoir comment en réalité, si j'en crois mes lectures, une nouvelle substance qui est à cheval entre métal et plastique. C'est une substance qui est une sorte de pâte à modeler avec les qualités du plastique, mais qui est conductrice comme du métal. La découverte, comme nous le rapporte le très bon média Slate, est décrite comme inexplicable de l'aveu même de ses créateurs. C'est une sorte de, comme je disais, de pâte à modeler conductrice, et les matériaux conducteurs présentent normalement des similitudes qu'on ne retrouve pas ici et qui viennent bouleverser des pans de la connaissance actuelle sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. Et ça, je trouve que c'est frais, ça n'a pas encore de nom, c'est innovant. Ça permettra peut-être plein de belles choses, comme peut-être ce sera un flop absolu, mais en tout cas, c'est rassurant pour la science. Les chercheurs peuvent trouver, même un peu par hasard. Carrément. Et puis moi, je vois déjà des applications. Enfin, c'est avoir un métal, en tout cas un conducteur, qui a les propriétés de mobilité, de flexibilité du plastique. Je suis pas sûr que ça a été beaucoup inventé. Donc, écoute, bravo à nos chercheurs. GG à vous. J'enchaîne tout de suite sans transition en parlant de quelque chose dont vous avez tous entendu parler. Moi, j'ai une question pour introduire cette brève, c'est alors Elon, le cuicui, il est pas si free finalement. On va parler de notre méchant James Bond préféré. J'ai nommé Dr. Musk. Dr. No. Dr. You Know Him. Notre cher Elon a donc racheté la plateforme Twitter, comme tu le sais, à Mou, et il n'y a pas si longtemps. Ça a été en tout cas... Une petite somme coquette. Exactement, que dalle, le prix d'une baguette de pain. Après son rachat de cette plateforme de réseaux social par notre cher Elon Musk, il avait dit « Je rêve de faire de Twitter une oasis de la liberté d'expression non contrôlée, un réseau où tout le monde pourra s'exprimer et où vous
où ça pourrait être une source d'actualité pour tout le monde, en branché avec le monde réel, sans censure, etc. Et ben après 2 semaines, on peut en faire le bilan. C'est pas Jojo. En effet, première déconvenue, Elon, il est arrivé, il a fallu faire des économies, puisqu'il a acheté, comme tu dis, pour une petite bagatelle. Petit 40 milliards. Voilà. Du coup, il s'est dit, bon, il faut que je me rembourse, donc on va virer des gens, on va virer des frais fixes. Donc, il a viré plus de 3500 employés du jour au lendemain, quasiment comme si tu te faisais larguer par SMS par ton ex. C'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Et puis, 2 jours après, il s'est dit, j'ai peut-être viré un peu trop de monde. En fait, il me faut peut-être des devs quand même, il me faut peut-être des gens qui Il y a des gens pour faire tourner la boutique. font fonctionner ma boutique et mon réseau social. Du coup, il a réengagé. Enfin, il leur a reproposé de revenir à une bonne partie. Donc déjà, premier revers. Le premier revers, allez. Second tollé. La certification Twitter est maintenant payante, à 8 € par mois. Merci Stephen King, parce que ça aurait été 20 balles sinon. Je vous laisse lire cette actu. Mais ce badge bleu, donc la certification Twitter, je ne sais pas si tu sais, à mousse, de petite coche, ça permettait sur Twitter d'être à peu près sûr que la personne qui avait cette coche était la vraie personne. Si tu vois un compte qui s'appelle Leonardo DiCaprio avec la petite coche, tu es sûr que c'est lui. Leonardo DiCaprio 01, sans la petite coche, tu es à peu près sûr que c'est quelqu'un d'autre. Sauf que maintenant, cette certification, ce badge, il est payant. Ce qui fait que ce dont Elon s'était mis en défenseur et surtout ce qu'il avait avancé quand il a acheté le réseau, c'est-à-dire il n'y aura plus de bots, il n'y aura plus de faux comptes, etc. Ça va à l'encontre. Ça va à l'encontre totalement de ce de la certification n'importe payante. Qui peut se payer la certification de n'importe quel nom. Exactement. Du coup, pour la véracité des informations lues sur Twitter, déjà qu'on n'était pas ouf, là, je pense que c'est pas le mieux. Donc ça, on va dire que c'est la deuxième erreur. Et enfin, moi, je trouve la troisième erreur et qui montre bien qu'il y a un problème avec ces milliardaires qui essayent de un petit peu tout faire, et les réseaux sociaux aussi, et la place trop importante que notamment Twitter a pris dans les vies, en tout cas dans la vie médiatique et dans la vie de l'information. C'est que y a une humoriste qui a son badge, qui avait son badge Twitter avant que ça devienne payant, et qui, parce que c'était les midterms aux États-Unis, et on va dire parce que Elon Musk s'est plutôt positionné en faveur des républicains, à la fois pour faire une blague, à la fois pour un petit peu l'énerver, elle a changé son nom Twitter, donc pas son arrobas qu'on ne peut pas changer, le nom de son profil Twitter. Elle a mis Elon Musk, elle a mis une photo d'Elon Musk, et elle a demandé à appeler à voter pour les démocrates. Donc bon, la blague, tout ce que vous voulez, mauvais goût, etc. Mais bon, tout le monde avait compris que c'était une blague. Pourtant, ce cher Elon a fait en sorte qu'elle soit bannie du réseau, pour un réseau qui se veut liberté totale, liberté d'expression absolue, etc. Petit hic au tableau. Alors, il s'est défendu en disant que oui, c'était de l'usurpation d'identité, qu'elle pourrait revenir sur Twitter sous son vrai nom sans aucun problème, etc. Mais bon, on voit tout de suite que... la limite déjà de son propre propos, finalement. C'est exactement ça. Et puis on voit tout de suite que c'est bien beau de pouvoir jouer en vrai avec des milliards comme on joue au Lego ou au Barbie dans nos chambres. Mais dans la réalité, une entreprise, un réseau social comme Twitter, c'est un peu plus compliqué que juste dire je vais me débarrasser des bots, je vais faire en sorte que ce réseau soit le meilleur du monde, et je suis le meilleur du monde. Voilà, donc petite claque dans la tête de notre cher Elon. Et puis, on va espérer qu'il va se concentrer pour faire des choses mieux à l'avenir. Écoute, on espère. Bref, numéro 3, TikTok frappe encore. On reste dans le même registre, puisque un de ses adeptes du réseau social chinois, du nom de Radiant Time Traveler, s'est fait remarquer récemment en affirmant être un voyageur venu du futur, de 2671 pour être exact, et pour nous annoncer la suite qui s'annonce pas super si on l'écoute, puisque je vous donne un petit peu la météo des prochaines semaines. En novembre 2022, une étoile va exploser et illuminer notre ciel pendant des années. Toujours selon lui, le 30 novembre, le télescope James Webb va trouver une planète qui serait presque identique à la Terre. Bon, ça, à la limite, pourquoi pas, c'est plutôt cool. En décembre 2022, donc le mois prochain, une énorme météorite contenant des matériaux inconnus ainsi que des extraterrestres hostiles va frapper la Terre. Là, on commence à partir un petit peu en cacahuète. En janvier, des espèces animales et des insectes géants vont être découverts. On ne sait pas où, mais ils vont être découverts. En 2023, un virus mortel dans 50% des cas va émerger à cause de la fonte des calottes glaciaires. Et ça, pour le coup, c'est pas de l'ordre de l'impossible. C'est ce que j'allais dire.
Ça, c'est pas de l'ordre de l'impossible, même si on souhaiterait évidemment que ce ne soit pas le cas. Et enfin, en 2025, les humains devront porter des masques à oxygène pour respirer à cause d'une hausse de CO2 trop importante dans l'atmosphère. J'ai envie de compléter ce tableau en disant que Bélier, ce mois-ci, Jupiter est capricieuse. Couvrez vos oreilles lorsque vous dansez, sinon vous aurez de l'herpès. Très bon. Moi, je voulais rebondir aussi sur toutes ces prédictions de notre Nostradamus tiktokien. En vrai, je pense qu'il y en a certaines, il n'a pas si tort que ça. Bon, les insectes géants, j'aimerais éviter, parce que les moustiques normaux, déjà, c'est chiant. Non, mais je pense que c'est surtout une démarche un petit peu artistique. Complètement. Non, mais c'est qui utilise cette narration-là pour faire passer un message. Oui, peut-être dénoncer des bonnes choses en plus. En l'occurrence, la bonne nouvelle qu'on pourrait y voir, c'est que s'il vient de 2671, ça veut dire qu'on est encore vivant en 2671. Quoi. C'est vrai. Ce qui serait pas mal. Ce qui serait pas mal. Déjà, comme bonne base. Au final, la nouvelle la plus positive. Oui, de tout ce qu'il nous a dit, on est encore vivant. Absolument. Parce que là, si on écoute ce qui passe à la télé en ce moment, on n'est pas sûr d'être vivant en 2671. Est-ce que tu as une autre bref pour nous Oui, sans transition, j'en ai une dernière. Alors, cette actu sera moins joyeuse qu'à l'accoutumée, mais si certains de nos auditeurs sont intéressés par l'actu économique et financière, je pense que cette news, qui est pour l'instant passée inaperçue dans les médias traditionnels, parce qu'elle est toute fraîche, est pourtant super intéressante. Le monde des crypto-monnaies, alors ça n'intéresse pas tout le monde, je le conçois, mais bon, voilà, on peut en parler, c'est assez central dans l'économie en ce moment, à notre époque. Le monde des crypto-monnaies connaît les 2 derniers jours, donc on est aujourd'hui le 10 novembre 2022, et depuis en gros le 8, on est en pleine crise dans le monde des crypto-monnaies. Toutes les crypto-monnaies s'effondrent en termes de valorisation. Et il faut un peu décrypter tout ça, parce que c'est ça qui est intéressant, qu'on aime ou qu'on ait des avis sur la crypto-monnaie. Mon but aujourd'hui n'est pas du tout de dire c'est bien, c'est pas bien. Moi, j'analyse juste ça parce que ça ressemble beaucoup à une crise qui, là, va parler à tout le monde. Par contre, c'est la crise qu'on a subie tous en 2009. Et c'est un peu la même chose. Donc, à l'époque, en 2009, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ce qui a enclenché la plus grosse crise financière pour l'instant de notre histoire moderne, c'est la chute d'une banque américaine, Lehman Brothers. Et ensuite, tout en a découlé, etc. Et bien là, dans les cryptos, c'est un peu pareil. La deuxième plateforme d'exchange mondiale, donc FTX, juste derrière Binance. Donc FTX, ça vous parle peut-être parce que si vous regardez la Formule 1, le football par exemple, il y a des stades qui s'appellent FTX, il y a c'est présent médiatiquement et c'est grosse société. Le patron de cette société, qui est un jeune trentenaire crypto-milliardaire, vous imaginez bien, de la Silicon Valley, cliché de base, il a beaucoup d'influence aux États-Unis, il est très proche de Joe Biden notamment, etc. C'est un gros donateur politicien. Voilà, c'était un homme d'affaires quand même, certes jeune, certes néo-businessman, mais reconnu dans le milieu. On ne parle pas d'une plateforme sombre du dark web qui dure 3 jours et qui disparaît après. C'était une plateforme qui représentait énormément de fonds, donc de gens que des gens utilisaient tous les jours. Moi, j'ai des amis qui utilisaient FTX tous les jours, donc c'est une plateforme qui permettait d'acheter et d'échanger des crypto-monnaies, comme certaines plateformes, comme eToro par exemple, pour les gens qui font de la bourse ou des choses comme ça. Et bien, cette plateforme-là est en faillite. Leur propre monnaie, à eux, s'est écroulée. La société même elle-même utilisait cette crypto-monnaie en collatéral de ses investissements et surtout de ses prêts. Et comme elle s'est pété la gueule, les prêts sont plus garantis. Je ne vous fais pas un dessin et je ne vais pas plus rentrer dans la technique, mais en gros, ils n'ont plus de thunes. Et du coup, comme ils n'ont plus de thunes, tous les gens qui utilisaient cette plateforme et qui avaient mis leur sous dessus, donc les gens qui peuvent être comme vous et moi, comme des gros investisseurs, ne peuvent plus retirer leur argent de la plateforme. La plateforme est toujours ouverte. Vous pouvez aller encore sur FTX. À l'heure où je vous parle, il y a juste un gros bandeau rouge avec écrit « Vous ne pourrez plus retirer votre argent si vous mettez de l'argent et nous ne vous conseillons pas de mettre de l'argent ». D'accord. Mais en gros, voilà pourquoi la crypto se pète la gueule, parce qu'aujourd'hui, vous avez des milliers, voire des centaines de milliers de personnes qui avaient leur argent sur cette plateforme et qui ne peuvent plus le toucher. Donc tu as des gens, c'était des traders, donc on va dire ils ont perdu, mais c'est le jeu du trading, mais tu as aussi des gens qui avaient mis leurs économies dessus, leur épargne, peut-être une partie de leur retraite, peut-être même de l'argent de famille qui leur permettait de vivre et qui aujourd'hui se retrouvent sans le sou.
assez intéressant à analyser et on verra bien. Ouais, on verra bien si c'est le champ du signe de la technologie ou si c'est juste une crise qui va permettre d'assainir des choses et de faire en sorte à ce que ce soit plus une sorte d'Eldorado pour ceux qui veulent se faire de l'argent facile, mais plutôt quelque chose de plus utile. En tout cas, c'est sûr que ça va assainir et que ça va secouer le cocotier, quoi, et faire tomber les pommes pourries. Eh bien écoute, sur cette jolie brève, je te propose qu'on passe tout de suite aux bonbons. Je vous ai apporté de bonbons, parce que les fleurs c'est périssable, puis les bonbons c'est tellement bon, puis que les fleurs soient plus présentables, surtout quand elles sont en bouteille. Et mon bonbon du jour pour ce 10 novembre 2022 vient de Chine et c'est le jackpot. En effet, un Chinois inconnu a eu un gros coup de bol puisqu'il a remporté près de 30 millions d'euros, l'équivalent de 30 millions d'euros à la loterie chinoise. Oh. Et si c'est un inconnu, c'est bien parce que j'ai envie d'insister là-dessus puisqu'il est venu déguisé et sous pseudo à la remise de son chèque. Parce que je cite, « Je ne l'ai pas dit à ma femme ni à mon enfant, je crains qu'ils se sentent supérieurs aux autres et qu'ils ne travaillent ou n'étudient pas sérieusement à l'avenir et deviennent arrogants. » Il est bon toutefois de noter qu'il a fait un don modeste au vu du montant certes, mais tout de même de près de l'équivalent de 700 000 euros à une association caritative. Et ça nous pose une question. Quelle valeur mettons en premier ? Quel rôle doit jouer l'argent dans la vie ? Cet heureux gagnant a fait ce choix-là, mais que ferions-nous dans ce cas ? Pour ma part, je suis incapable de répondre à cette question, parce que j'ai jamais gagné 30 millions d'euros. Enfin, je te l'aurais dit, Boobs, mais, Ouais, je pense. mais moi je pense que je l'aurais dit. Mais bon. Je suis incapable de répondre à cette question, mais sa réaction, en tout cas, elle interroge. Il place en effet ses valeurs, le travail et les études, des valeurs, ma foi, également bien de chez nous, avant l'argent, avant le statut que lui conférerait sa fortune personnelle. Et donc, ne voudrions-nous pas tous acheter une grande maison, s'offrir de grands voyages et en faire profiter nos proches, ou peut-être investir dans de grandes causes, être mécène d'une grande cause qui nous tient à cœur, ou tout simplement choyer sa famille ? Chinois ou français, on arrive parfois à se poser les mêmes questions. Toutes ces questions, ces réflexions m'ont beaucoup plus intéressé que le gain en lui-même, que le fait divers. Et sa réponse, même si ce ne serait pas forcément la mienne et ce ne serait pas forcément celle de tout le monde, ça donne à réfléchir. Et c'est plutôt ça qu'on aime dans Duo et Débat. Oups, qu'est-ce que t'en penses, toi ? Alors moi je suis un peu d'accord avec toi. Je pense que si je me projette et que je gagne 30 millions d'euros, forcément des gens qui le sauront. Par contre, c'est super intéressant de se dire qu'en effet... on ne sait pas la réflexion qu'a eu ce monsieur, mais je pense qu'il a réfléchi avant. C'est peut-être pas forcément la première chose qui lui est venue de venir déguiser. Et ça nous permet de nous projeter sur qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que cet argent qui est juste un moyen, on sait très bien, hein, l'argent ne rend pas heureux, ce que vous en faites, qui vous rend heureux ou malheureux. Allez écouter notre épisode 1. Exactement, exactement, n'hésitez pas. Voilà, moi je pense qu'il y a vraiment, c'est super intéressant et la réaction de ce monsieur est belle. Moi j'aurais voulu savoir en quoi il était déguisé. En personnage de BD, manga, une sorte de gros poussin jaune. Énorme. Ouais, l'image est assez rigolote, je vous encourage à aller la voir. Un chocobo. Bref, très bien et bravo monsieur, vous nous avez fait réfléchir. Eh ben, je me permets d'enchaîner directement, du coup, parce que tu viens de parler un peu des disparités qu'on pourrait penser qu'il y a dans les façons de penser suivant les pays, avec ton bonbon du jour. Moi, je vais enchaîner là-dessus, parce qu'à défaut de pouvoir vous régaler d'un bonbon sucré ce mois-ci, je me suis plutôt intéressé à un bonbon chiffré, car chez Duo et Débat, on aime les stats. Donc voici ma sélection de novembre, des chiffres actuels et marquants de notre monde et qui nous m'ont poussé à réfléchir et qui, je l'espère, ouvriront un peu votre réflexion. Alors, on va commencer par les premiers. Savez-vous que le Portugal et la Finlande sont champions de la confiance en l'information et en la confiance en leur presse et leurs médias ? En effet, dans ces deux pays d'Europe, nos deux voisins, du coup, 2/3 de la population de ces pays affirment avoir confiance en la presse et en leurs médias. Ça en fait les champions européens. Par contre, dans notre cher pays, comme tu l'imagines bien, Amou, on n'est pas dans le top 3 en Europe, on est plutôt dans le top 3 en partant du bas. En effet, seuls 29% des Français estiment avoir confiance en leur presse et en leurs médias. Et ça nous fait pas mal réfléchir parce qu'on est quand même dans le pays des droits de l'homme, on est dans le pays de la liberté de la presse, on est dans une démocratie. Et pourtant, aujourd'hui, il y a moins d'un Français sur 3 qui dit avoir confiance dans les médias traditionnels. Donc ça fait se poser beaucoup de questions et surtout se dire qu'on est peut-être
dans une époque qui va changer la façon dont les gens consomment les médias et dont les gens leur font confiance. Maintenant que je vous ai mis une question dans la tête bien chiante, on va passer un peu plus à quelque chose qui va vous permettre de réfléchir, c'est-à-dire une bonne nuit de sommeil. Parce qu'en effet, moi, il y a un autre chiffre qui m'a marqué ce mois-ci, qui est une recherche de Sleep Cycle qui nous présente les durées de dodo dans le monde en moyenne. Et on se rend compte qu'en France, on est des gens qui dormons plutôt beaucoup. En effet, on est à 7h30 de dodo par nuit en France. C'est une moyenne, hein. Nous on est à oui, plus. Hein. C'est une moyenne, largement. Moi je trouve que c'est une petite nuit. Mais ça fait de nous quasiment les plus gros dormeurs du monde. Hein. Juste devant nous, à 7h33 ou à 7h37, vous avez les Anglais ou les Finlandais. Par contre, de l'autre côté, les champions du on ne dort pas beaucoup, vous avez le Japon qui dorment en moyenne 6,18 heures par nuit. Vous avez les Philippines aussi, 6,3 heures par nuit, ce qui me permet de dire que, en gros, un Philippin ou un Japonais, en moyenne, vit 1 heure de plus par jour qu'un Français. J'ai juste une petite réaction sur un des points que tu as mis en avant, qui était sur la liberté de la presse. Je pense qu'il y a aussi un élément qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en France, et moi je ne suis pas du tout dans cette défiance-là, mais je peux parfois la comprendre dans la mesure où on avait préparé un petit peu l'émission avant et je suis allé déterrer un chiffre qui est que 11 milliardaires en France détiennent 81% des journaux vendus, par exemple. Ils détiennent aussi 57% de la part d'audience en télé, sachant que le reste est quand même beaucoup pris par les services publics, France 2, France 3, etc. Ça pose quand même des questions sur l'indépendance de la presse et donc sur son orientation potentielle et donc sur une défiance potentielle que peuvent avoir les gens à la regarder, quoi. Alors, je suis à la fois d'accord avec toi et à la fois pas tout à fait d'accord parce que, alors je n'ai pas les chiffres à l'appui, mais je sais que dans le monde c'est le cas. En tout cas, dans les pays, c'est le cas, je veux dire, partout, hein, que peu de milliardaires ont souvent les grandes... c'est une constante un petit peu partout. Voilà, c'est une constante partout, alors que la confiance en la presse, on l'a vu, n'est pas du tout une constante partout. Hein. 1 personne sur 2 en Allemagne, donc 2 personnes sur 3 en Finlande, 1 personne sur 3 en France ou en Italie. C'est des pays où j'ai quand même envie pareil, c'est super intéressant. Peut-être qu'on en fera un sujet en soi, mais ce que je trouverais particulièrement intéressant, ce serait de corréler ça avec le niveau d'éducation, avec la présence de ces médias-là, leur mode de financement. Est-ce que c'est des médias gratuits? Est-ce que c'est des médias payants? Enfin, c'est plein de choses. Et sur le rôle de l'État dans la régulation de ces marchés-là, etc. Enfin, je pense qu'il y a plein de choses à dire. Mais en tout cas, merci d'avoir partagé sur ce sujet-là. Ouais. Eh ben, je pense, Mo, que le temps est venu. Le temps du débat est arrivé. C'est pas avec ce genre de phrases bateau et consensuelles qu'on va faire évoluer le débat. Camille, c'est pour dire des conneries pareilles, ça vaut mieux que tu fermes ta gueule, hein. Et avec lui, un petit rusé, un gros monstrueux, high kicks et journal VX. Vous aimez bien tout ce qui est bon. C'est très mauvais. A-t-on fait tous les films ? La question sous-jacente est bien évidemment celle de la créativité. À renfort d'effets spéciaux et d'enjeux toujours plus grandiloquents, comme la survie d'une ville, puis celle du monde, puis de l'univers tout entier, et maintenant du multivers, Marvel, et le cinéma américain dans tout son ensemble, se concentrent sur une recette éculée pour farcir nos synapses de discours simples, voire simplés, tentant de nous faire oublier ce qui sonne creux, ce qui sonne faux, ce qui tue la réflexion. Je vais être transparent, j'aime le cinéma, j'aime les grands films, mais je suis très loin de n'être rien de plus qu'un profane en manque de référence, loin de l'expertise acérée d'un cinéphile aguerri. Qu'importe, nous pouvons tout de même prendre un peu de recul et poser la question qui fâche. La créativité est-elle morte au cinéma ? Du moins dans le cinéma de masse. Il sera facile et sans doute juste d'arguer que « Mais si, le génie existe encore, j'ai regardé le dernier Helmut Bensladikovsko, un chef-d'œuvre poignant du cinéma indépendant turco-portoricain. Ne cherchez pas, c'est pour l'exemple. Hein. Oui, mais pour qui ? Pour qui est ce cinéma ? Pour une élite ou celle qui se définit comme telle, qui regarde du cinéma d'auteur en malgache sous-titré ? Nous allons aborder ce débat sous 3 prismes différents. Commençons par un point de vue de masse, des généralités pour bien comprendre notre sujet, puis tournons
notre prisme vers la technique du cinéma. Outils scénaristiques, propos, ressorts de réalisation, effets spéciaux, etc. Nous finirons par une ouverture sur la créativité en général dans l'art, de faire bouger les gens à l'écran. Alors allons-y pour les généralités. Prenons simplement le top 1 monde des box-office depuis la création de celui-ci. Les 2 derniers films originaux, entendre ni un remake, ni une suite, ni une adaptation, étaient en 2009 le film Avatar, dont le scénario n'avait pourtant rien d'original, Pocahontas bonjour, et on en reparlera, et le plus surprenant, La Brigade des 800, film de Seconde Guerre chinois de 2020, mais dans le contexte qu'on connaît. Ces 2 exceptions mises à part, on retrouve depuis 2002, donc sur les 20 dernières années, 2 Seigneurs des Anneaux, chef-d'œuvre mais adaptation tout de même, 3 films d'animation dont 2 suites, Shrek 2 et Toy Story 3, ainsi que l'adaptation de La Reine des Neiges, 2 Pirates des Caraïbes, 2 Harry Potter, 3 Star Wars et 7 comics DC et Marvel confondus entre Avengers, Spider-Man, Batman, etc. Il suffit alors de comparer avec les 2 décennies précédentes, de 80 à 2000, pour se rendre compte du choc. Pas moins de 11 films originaux en tête du box-office monde. Pêle-mêle Indiana Jones en 81, E.T. en 82, Retour vers le futur en 85, Top Gun, Rain Man, Ghost ou encore Independence Day et Armageddon. Il ne s'agit pas que de chefs-d'œuvre, mais au moins d'un risque, celui de mettre en avant autre chose, une vision différente, alors comprise par tous. Il est peut-être facile alors d'accuser le cinéma là où c'est peut-être le spectateur qu'il faut blâmer, se réfugiant bien volontiers dans des univers connus, allant à la facilité d'une énième suite d'un Avengers ou d'un Transformers, toujours plus, plutôt que de chercher la découverte, l'altérité. Il manque cependant un bout, une variable récente dans cette histoire, Netflix. Je n'ai en effet parlé que des salles obscures jusque-là, mais les plateformes qui sont venues altérer le mode de diffusion ont également changé le fond du propos. Des films, nous parlons désormais de contenus scrupuleusement sculptés par des algorithmes omniscients pour que nous les regardions, et non pas pour nous raconter quelque chose. La créativité de masse est-elle donc morte ? Je pense que oui. Sauf les quelques illuminations de quelques résistances tarantinesques, dolanesques ou encore dupiosques, qui viennent bousculer un peu ce plateau bien trop convenu et qui ne cesseront jamais d'exister, fort heureusement. Boobs, tu es cependant bien plus optimiste que moi, il me semble. Qu'est-ce que tu vois comme motif d'espoir pour nos raconteurs d'histoire de masse ? C'est une très bonne question. Alors déjà, je vais revenir sur le point sur lequel je suis d'accord avec toi. Ce sera peut-être le seul de ce débat. Mais en effet, moi je trouve qu'on nous sert une soupe que je suis le premier à manger et je suis le premier à revenir au rab, mais une soupe qui est un peu tout le temps la même depuis les 20 dernières années. Les gros films, en tout cas les blockbusters, les films qui déplacent les gens en masse dans les salles, c'est un peu toujours la même recette, on va pas se mentir. Et si au-dessus de ça, tu rajoutes que c'est tous des remakes, des sequels, des préquels, en tout cas, ils sont déjà tous liés par le scénario, par le modèle, par le type d'image qu'on nous envoie, par le type d'effets spéciaux. Oui, c'est vrai que c'est très légitime de se poser la question, et même moi, je suis le premier à me dire que je consomme moins le cinéma en salles obscures, donc le cinéma en direct, en tout cas quand les films sortent, parce que même si j'ai envie de voir le film, c'est pas une nouveauté, c'est pas quelque chose où je vais attendre à être surpris. Je suis très content que le nouvel Avengers sorte, ou le nouveau Spider-Man, je suis fan absolu, ou le nouveau Star Wars. Servez-moi autant. Méfie-toi sur Star Wars quand même. Ouais, mais méfiance. C'est vrai. Non, mais même si des fois je suis déçu. Maintenant, je suis plus dans la crainte que dans l'attente. Quand Tous, un nouveau je Star Wars pense. Non, mais sortez-nous des séquelles. Moi, j'adore. Sortez-moi encore plein de films sur le lore de Star Wars. Je m'en fous des daubes ou des chefs-d'œuvre. C'est très bien. Ce que je veux, on a le droit d'aimer ou de pas aimer. Moi, ce que je veux souligner et ce qui m'a fait réagir dans ta très belle introduction, c'est que, en effet, on a l'impression, en tout cas, qu'on nous apporte plus trop de choses nouvelles, ou en tout cas beaucoup moins qu'avant. Et on peut lier ça, et sur ce point, c'est d'ailleurs ça qui a amené qu'on ait ce sujet aujourd'hui, on peut relier ça à une certaine crise en plus que traverse le monde du cinéma, en tout cas le monde des salles obscures, parce qu'en effet, depuis le retour de notre cher confinement, les cinémas, en tout cas en France, sont en crise. Il n'y a plus assez de personnes qui se déplacent au cinéma. Les jeunes ne vont plus au cinéma. Les méthodes de consommation des films ont changé. Mais c'est surtout ça. C'est pas les gens regardent moins de films, c'est les gens vont moins au cinéma pour regarder des films. C'est ça. Donc on peut corréler les deux. Néanmoins, moi il y a quelque chose que je veux dire, et c'est là que je vais commencer à pas être d'accord avec vous. Je trouve justement que l'offre, alors elle est peut-être
pléthorique, il y a peut-être trop, elle est gargantuesque maintenant, l'offre de contenu justement qui sont à notre disposition. Et c'est vrai qu'à une époque, on parle des années 80 à 2000, les années 90 dans lesquelles on a grandi tous les deux, c'est vrai qu'un nouveau film qui sortait au cinéma, si tu voulais le voir les 6 premiers mois en France, si tu voulais ne serait-ce que te donner une idée, tu n'avais pas d'autre choix que d'aller au cinéma. Parce que même pour le début d'Internet, je ne sais pas si tu t'en souviens, Amou, cette époque bénie où on téléchargeait des trucs sur Emule et une fois sur 6, c'était le bon film. Même à cette époque-là... Parfois, il avait le même titre, mais c'était pas tout à fait le même genre de scénario. Les vrais savent. Non, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que même à cette époque-là, où Internet était déjà là, si tu voulais quand même voir un film, il fallait aller au cinéma. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Maintenant, on a énormément de contenu. Je suis pas d'accord avec toi sur le premier point. Je sais que tu voulais enchaîner sur autre chose, mais sur ce premier point-là, je suis pas forcément d'accord avec toi, parce que les chiffres sont têtus. Les chiffres sont têtus. Les chiffres sont têtus. Mon cher Boobs. Et si on regarde le top 50 des plus gros succès de l'histoire du box-office mondial, et bien sûr, si tu regardes tous les... allez, je suis dessus là. Si tu regardes le top 20, le top... Allez, je descends encore. Jusqu'au top 29, on ne parle que... Alors, il y en a un qui est sorti avant 2000. Tous sont sortis après 2000. Donc, le premier, c'est Avatar, avec presque 3 milliards de recettes. Deuxième, Avengers Endgame, avec 2,7 milliards, enfin 2,8 milliards de recettes. Titanic, le fameux film qui est sorti avant 2000. Et sinon, c'est Star Wars épisode 7 en 2015. Et justement, en termes de chiffres, c'est-à-dire que les gens continuent à aller au cinéma. Complètement. Mais pour aller voir un nombre de films beaucoup plus restreint. C'est vrai. Du coup, est-ce qu'on peut se... Alors, un nombre de films plus restreint, oui, mais est-ce qu'on... que des têtes d'affiche, quoi. Bien sûr, bien sûr. Mais est-ce qu'on peut pas se poser la question, justement, que le marché du cinéma a évolué avec son temps ? Et donc, le fait que ces films-là soient aujourd'hui des films qui rapportent énormément d'argent, c'est en train de tuer le marché. C'est-à-dire que la vraie question, c'est est-ce que le cinéma est mort de lui-même ou est-ce que le cinéma de masse a été tué justement par cette masse-là ? Oui, moi je pense que le cinéma de masse continuera à être ce que les gens veulent. C'est une industrie, on est dans un monde capitaliste, le cinéma est très fortement représenté par des industries qui cherchent à faire du profit, les grands majors américains en premier, mais le cinéma français c'est pareil, hein. Enfin, je veux dire, aujourd'hui c'est un business, et donc forcément tant que ça sera un business, ça marche tout simplement comme un marché classique d'offre et de demande. Les gens veulent du Avengers, vont au cinéma consommer du Avengers, donc on va leur servir du Avengers. On ne réfléchit pas plus loin. Par contre, moi, ce que je tiens à dire, c'est que oui, ce cinéma de masse, c'est le nouveau cinéma global, mais tu l'as très dit toi-même. C'est-à-dire que c'est peut-être la mort de l'originalité dans le cinéma pour tous. Par contre, ça permet toujours à cette industrie de vivre. Donc, selon moi, ça pousse quand même toujours à innover. À cette industrie, non. Ça permet juste aux plus gros acteurs, aux plus gros à la Warner, à Universal, de continuer à produire des gros films un peu pourris. Mais ce que je veux dire, c'est que en France, le cinéma d'auteur, il ne vit que grâce à une seule chose, c'est le CNC. Oui. Et à l'exception culturelle française. Mais sans ça, ça rapporte pas d'argent, quoi. Alors, oui, ça rapporte pas d'argent. Est-ce que c'est pas ça qui est en train de tuer le cinéma d'auteur, et le fait que pour trouver un film qui marche dans les grandes salles et qui soit un tantinet original, soit il se repose sur... j'ai un exemple particulier en tête, par exemple le film Le Joker, qui était un excellent film, et qui a de la créativité en lui, mais qui est obligé de se baser sur un récit qu'on a déjà vu 1000 fois, que tout le monde connaît à la base. C'est le récit d'un mec qui devient fou. Aucune originalité dans le scénario, très bien traité, cependant. C'est vrai. Alors, c'est à la fois un bon exemple et un contre-exemple, Joker. Justement, moi, je me mets à la place d'un créateur de film qui doit faire une préquelle ou un sequel. C'est-à-dire, demain, je suis engagé par Disney, bonjour. Pourquoi pas une histoire originale, welcome. Non, alors oui. Mais mon histoire originale, ils n'en veulent pas. Par contre, ils me payent pour faire une suite de Batman. J'ai la pression déjà, parce que les Batman ont été géniaux. En tout cas, quasiment tous, même le dernier, d'ailleurs. Donc j'ai la pression, j'ai envie de faire un truc bien.
mais j'ai aussi envie d'y apporter ma patte et de peut-être. Donc, ça ne m'empêche pas d'être créatif et de proposer une autre façon de filmer, une autre façon de monter le personnage, etc. Donc, oui, je suis d'accord avec toi que ça tue des idées purement originales et des choses qui sont un petit peu disruptives. Il y en avait plus avant, mais il reste encore, il ne faut pas oublier qu'il reste encore de superbes réalisateurs qui font des choses complètement originales. Nolan en tête de liste, mais il y en a encore. Après, est-ce que c'est ce cinéma-là qui sera en haut des charts et qui représentera le cinéma mondial? Non. Je suis le premier à le défendre, à dire que c'est très bien qu'il y ait ce cinéma-là, et pour moi, il n'y a pas de sous-cinéma, et ça fait complètement partie du cinéma. Gangrène le reste. Gangrène le reste. Regarde le top 10 2022 du box-office. En France, hein. Le top 1, c'est Top Gun Maverick. Donc, une suite. Le 2, c'est Les Mignons 2. Ensuite, c'est Jurassic World. Alors, Les Mignons 2, c'est une suite de spin-off. Une suite de spin-off, absolument. Et j'ai bien aimé Les Mignons, le premier, moi. Bah oui, voilà. J'ai trouvé ça cool. Voilà. Alors que c'est, comme tu dis, c'est. Je me pose absolument pas en exemple. Hein. Alors, pour ceux qui ne l'auraient pas compris, on caricature exprès un petit peu nos positions, on tire un petit peu nos positions pour nourrir le débat. Faut aussi dire que tous les deux, on adore aller au cinéma, que ce soit pour regarder des films d'auteur et des films des créations originales que des énormes blockbusters. On n'a pas de on n'y va pas souvent, mais on aime bien. Voilà, on est cinéphile très mainstream, casual cinéphile. Et donc, pour finir le top 10, Doctor Strange, Batman, Thor, Les Animaux Fantastiques, Les Secrets de Dumbledore, machin chose, que j'ai pas aimé. Je pense que ça s'est senti. Tout à l'heure, je disais, continuez à nous faire des suites. Vous n'êtes pas obligé de nous faire un Animaux Fantastiques 4. Uncharted, donc un film adapté d'un jeu vidéo. C'est nouveau, c'est les adaptations. Enfin, c'est récent historiquement, les adaptations de jeux vidéo vers le cinéma. Alors que d'habitude, très bien. On était plutôt habitué à l'inverse. Oui, mais bon, s'il fallait adapter un film en jeu vidéo, un jeu vidéo en film, je sais pas si je serais parti sur Uncharted, quoi. Oui. C'est vrai. Je n'ai rien d'autre à dire. Je pense qu'il y a vraiment de plus belles histoires à adapter. Ensuite, on a Sonic 2, le film. Et qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu? Ça, c'est le top 10. Est-ce que c'est pas un peu déprimant et de se dire que ça, c'est les films qui font le plus d'entrées en France? Alors, pour qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu encore aussi, c'est déprimant. Je rigole. Désolé, le cinéma français, là, tu me c'était proposes d'aller au exemple. cinéma sur la liste entre qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu et Thor, Love and Thunder. Je crois que je vais voir qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu. Non, mais je vais J'en ai marre, moi, des Marvel. J'en ai trop marre des Marvel. Non, mais je comprends que t'en aies marre des Marvel. Non, mais il y en a 4 par an qui sortent et c'est la même chose. Il y a des explosions de partout. Ouais, mais le récit, c'est le même à chaque fois. Oui, mais c'est ce qui permet, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'une des directrices du GC qui parlait sur YouTube dans une vidéo que j'ai vue et qui date d'il y a pas si longtemps sur la chaîne Envie de Cinéma, je crois, qui disait. Il ne faut pas oublier, elle s'adressait à des gens qui sont, on va dire, cinéphiles et qui adorent critiquer les films de super-héros en mode c'est du sous-cinéma. Ce qui n'est pas du tout le cas d'Amou et moi sur ce débat aujourd'hui. Mais voilà, il y a des gens, et vous les connaissez, on en connaît tous un, qui sont fans de cinéma, d'auteurs. Oui, moi je regarde des films, comme tu dis, sous-titrés en malgache, croate, et je suis très nouvelle vague en France, etc. Et qui conspuent les Marvel, qui disent que c'est que de la merde, etc. Il ne faut pas oublier quelque chose, et cette directrice de cinéma le disait très bien. Messieurs, dames, si vous continuez à aller aussi dans les salles obscures en ce moment, ce qui fait vivre les cinémas, c'est ces films-là. Donc, c'est intrinsèque. On n'est pas en train de dire qu'il faut sauver les salles de cinéma, on est en train de dire qu'il faut sauver le cinéma. La créativité, je suis d'accord. Mais disons que... si toutes les salles de cinéma ferment, mais que j'ai... sur Netflix, sur Salto, j'ai cité Salto exprès, ou sur d'autres plateformes, des Amazon, des autres, si j'ai que des créations originales, des films qui te retournent la tête, où tu te dis ça c'est intelligent, ça j'y avais pas pensé, et ça c'est une histoire originale que j'ai envie de regarder, plutôt que d'avoir la spécialité de Disney+, donc d'avoir les Marvel, les Star Wars, qui n'en finissent plus de nous raconter la même chose. C'est-à-dire que les films de super-héros, moi, encore une fois, je trouve ça cool. Hein. C'est-à-dire que typiquement, tu citais l'exemple tout à l'heure, The Dark Knight et la trilogie de Nolan sur Batman, je l'ai trouvé excellente. Surtout les 2 premiers, d'ailleurs. Surtout les 2 premiers. Voilà. Rick Marion Cotillard. Absolument. C'est la plus belle mort de l'histoire du cinéma. La pauvre. C'est une très grande actrice. On te salue, Marion. On te salue, Marion. On t'aime, Marion.
Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a moyen de faire des films de super-héros ou des films comme ça, mais avec un angle original. Oui. Le dernier, Il y en a. alors, le dernier film de super-héros que j'ai vu, c'est il y a très longtemps. Hein, il est sorti il y a très longtemps, mais qui était un film que je trouvais original. Je sais même pas si c'est tiré d'une BD. C'était le film avec Will Smith qui incarnait une sorte d'ange là. Je sais plus comment. Hancock. Ouais, Hancock. Et ce film-là, pense alors que c'est tiré d'une BD, c'est pas un chef-d'œuvre, on est d'accord là-dessus, vraiment pas. Mais je sais pas, il y avait un truc où on traite le sujet super-héros, et j'ai l'impression que, et j'anticipe peut-être un petit peu sur notre troisième partie. J'ai pas encore vu la série, mais j'ai très envie de la voir. J'ai envie de voir la série The Boys. Oui, elle est très très bien. Et qui retourne un peu le sujet, qui joue un petit peu avec les codes. Et le peu d'extraits que j'ai vu, ça m'a donné envie de le voir, justement. C'est une adaptation. De voir. Tu me l'apprends. Mais ça me rend encore plus triste. C'est que j'ai l'impression qu'on n'écrit rien pour le cinéma de masse qui soit. Qui est vraiment nouveau, je suis d'accord. Qui est vraiment nouveau, quoi. À part si on te colle un nom dessus. Ok, sur cette partie-là, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis pas d'accord sur le fait que ça tue la créativité, parce qu'au final, ça apporte de la nouvelle créativité, et il faut pas dire que ces films sont pas créatifs, parce qu'il y a tonnes de gens qui bossent dessus, et ça permet des innovations dans tout. En vrai, alors oui, des Marvel, on n'a pas besoin de 25. Est-ce que tu peux pour me innover. définir la créativité, justement, dans le Oula, cinéma? c'est très dur. Est-ce que tu Non, veux mais dans le qu'on- cinéma, qu'est-ce que tu entends, toi, par créativité? Je te dis pas d'en donner une définition Alors, absolue. créativité dans Mais le toi, cinéma, qu'est-ce que voilà. t'entends? La créativité dans le cinéma, je vais te rejoindre sur le fait que c'est vrai que créer un produit cinéma de A à Z, c'est-à-dire j'écris un scénario qui est original pour le format cinéma, on va dire que c'est ça la créativité. Et après, il y a tout ce qui va avec, c'est-à-dire créativité sur la mise en scène, créativité sur le choix des acteurs, sur le jeu des acteurs, sur la façon de les filmer, sur la lumière, sur les effets, etc. etc. Tout ça en découle, bien sûr. C'est vrai que la créativité de base, tu as raison, c'est de écrire un produit cinéma, et aujourd'hui le cinéma est un peu devenu vecteur de produits qui ont déjà été écrits, entre guillemets. En tout cas, on adapte, on fait des remakes, il n'y a plus trop de scénarios originaux pur cinéma. On adapte des très bons bouquins ou des très bons comics comme The Boys, mais je suis d'accord avec toi qu'il y a un peu une perte de cette créativité là pure. Néanmoins, le cinéma, c'est un tout, si tu veux, et pour qu'il y ait des superbes œuvres originales, parce qu'il y en a, et il y en a de plus en plus. Alors, on en parlera dans notre deuxième partie, mais c'est vrai qu'il faut peut-être plus se tourner maintenant sur un nouveau mode de consommation si on veut du cinéma original, d'auteur. C'est vrai que il y aura peut-être moins d'offres d'auteurs dans les grands films et dans les salles, mais en vrai, je suis persuadé, je me trompe peut-être, je n'ai pas vérifié mes chiffres, mais c'est souvent ma définition dans Duo et Débat, mais je suis persuadé que si tu mets juste création originale sur Netflix, Prime Video, etc., t'en as, depuis les dernières années, beaucoup. Alors oui, ils ne sont pas sortis en salle, ils n'ont pas été mis en avant, ils souffrent d'un manque de marketing parce qu'on préfère te vendre un Marvel parce qu'on est sûr que ça va remplir les salles. Ça, c'est à déplorer. Mais ce qui est à déplorer, au final, parce que c'est pas le capitalisme dans la créativité et dans l'art. Mais Et justement, là-dessus, je vais citer un très bon ami à nous, que j'ai vu hier, et dont on a déjà parlé dans l'épisode précédent, notre ami Quentin, qui va probablement tourner un bonus avec nous, et qui m'a dit cette jolie phrase, c'est que la théorie du ruissellement ne marche pas même dans le cinéma. Et C'est donc, vrai. le fait que ça marche, les Marvel, etc., c'est un peu illusoire de penser que parce que les Marvel ils marchent bien, parce que les Star Wars ils marchent bien, et ben ça va permettre au cinéma d'auteur d'avoir de l'argent et de se financer. Non, les financeurs ils vont continuer à refaire la même recette tant qu'elle marchera. Et lorsqu'elle marchera plus, tant pis, on passera à autre chose. À l'époque où on lançait des grosses licences, on partait de zéro. Quand on lance L'Arme Fatale 1, c'était un scénario original qui est... Alors, c'est scénarios qui tiennent sur un post-it. C'est du film d'action à l'américaine. C'est carré. Typiquement, Stallone, quand il écrit Rocky et qu'il écrit Rambo, je sais plus lequel des deux il a écrit. Je crois qu'il a écrit Rocky, mais pas Rambo. Je suis pas sûr. en tout cas, il a écrit les derniers Rambo, mais peut-être pas les premiers. Hein. Peut-être. En tout cas, il a écrit le premier Rocky. Le scénario de Rocky, il tient sur un post-it. Pourtant, ça avait jamais été vu au cinéma. C'était un scénario original. Et après, une fois que ça a marché, ils lui ont dit voilà, ça marche ton truc. Il avait fait ça avec des bouts de ficelle pour démarrer. Et ensuite, il a eu des budgets de fou et il a fait des énormes entrées en salle pour pouvoir faire ça. Les Terminator, c'est pareil.
Tu vois, Les taxis, pour revenir au cinéma français, parce qu'il n'y a Oui. pas que le cinéma américain. Absolument. Ok, je suis... Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, encore une fois. Je ne... Alors, vous l'aurez compris, je fais une parenthèse, Non, mais je peu n'aime importe. pas ce film. Non, mais peu importe qu'on aime ce film ou pas, c'est Oui, mais je vois ce que tu veux sur dire. la question. Je vois ce que tu veux dire. Les tuches, le 1, franchement, moi, Mais c'est- j'avais bien rigolé. dans Oui, le- mais c'est récent, par exemple, les tuches, tu vois. Bah Il oui. y a de la création originale récente. Bah, le 1, oui, mais après, on en a fait combien Là, oui, on est au par 4 contre, ou au 5 On est au 5, là Alors, Les tuches à l'Elysée, là, c'était le combien oh putain, je sais pas. Ça existe ça, les tuches à l'Élysée, faut Ouais. l'oublier, non? Ouais, j'ai pas vu. Je pense. Je me suis arrêté au Non, il 1. n'y a pas eu le Noël des tuches, je crois. Ouais, t'as raison, il y en a 4. Les tuches à l'Élysée, je crois, c'est le 3. Ah, ouais, J'ai vu que le 1 moi aussi, mais bon, bref. Mais ok, je ne peux que, et je pense que ça va clore notre première partie, je ne peux que être un peu d'accord avec toi que la nouvelle, le chemin qu'a pris l'industrie du cinéma, en tout cas ces dernières années, va tendre à, pour le cinéma de masse, donc encore une fois pour l'offre principale, l'offre mainstream, l'offre blockbuster de cinéma, vers un peu de mort de la créativité, en tout cas une créativité moins originale qu'à l'époque, il faut le dire, c'est le mot. Oui, par En contre... fait, c'est le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que c'est à la fois ces studios-là qui nous fournissent les mêmes trucs, et même si c'est pourri, les gens ils vont au cinéma et ils le regardent. Regarde les Star Wars. Franchement, les Non. 3 derniers Star Wars étaient catastrophiques. Oui. Ou alors, on va être sympa, il y en a peut-être un ou deux qui sont un peu moins décevants que le dernier. En tout cas, le ouais. dernier est absolument catastrophique. Et Et c'est quand j'ai même envie de les défendre. C'est mais quand même une des plus grosses entrées en salle de l'année. Eh oui. De Eh cette oui. année-là. Et oui. Et parce que les gens... Et ils continuent à y aller. Et parce que aussi, la promesse, et parce que c'est facile, mais ça, tu réponds à la question C'est de facile. pourquoi ils nous font des suites. Enfin, moi, je sais que Star Wars, ça marche. En tant qu'investisseur, je me dis, on va refaire un Star Wars, on va essayer de faire un truc nouveau, ce que tu veux, machin et tout. Bon, il y en a qui te le disent pas. Non, hein, c'est il y le en a- comble quand même. C'est-à-dire que dans le dernier Star Wars, non seulement on a refait la même trilogie que la première qui a été faite, et en plus de ça, on n'avait pas d'idée pour le méchant. On a ressorti Papy Palpi du placard. On s'est dit, c'est le méchant parfait. On va remettre le même méchant Ouais, j'avoue. qu'il y a 50 ans. On a fait du fan Enfin, service. Je pense que là, on est abusé. vraiment dans la caricature du manque d'originalité et de créativité Alors, oui et non. Et du c'est cinéma. C'est un très bon exemple que tu sors Star Wars. J'avais pas prévu d'en parler, mais oui et non. Alors, en tant que fan, vous l'avez compris, de Star Wars, je peux te dire que dans la dernière trilogie, il y en a un qui a été innovant et qui a fait une proposition originale. Alors, c'est le plus décrié des 3 derniers. C'est le 2. En effet, le 8, le deuxième des 3 derniers. Le 8, il y a eu une proposition. C'était un Star Wars, je suis d'accord, pas d'originalité sur le lore et le scénario. Mais sur la construction du film, les visuels, sur la ligne de scénario qu'il a choisi un peu l'ouverture, le 8, il y avait des idées originales qui n'ont pas plu. Mais il y avait une autre proposition. Le 8 est un peu un ovni. Qui sonnait un peu creux. C'est-à-dire que quand ils vont sur la planète Casino et qu'ils reviennent et que ça a absolument pas fait avancer d'un iota l'intrigue principale, Je suis d'accord. Non, mais il y a plein de trucs à redire sur ce film. Ce film n'est c'était pas... juste histoire de nous mettre Voilà. les gros animaux à fourrure là, c'est pour vendre des Non, mais- goodies derrière quoi. On est d'accord. Ce film n'est pas avant de m'attirer les foudres de tous les fans de Star Wars, ce film n'est pas un bon film. Il y a des trucs Mais ils abusés. tentent des choses. Là, Mais je au moins, peux te tu vois, rejoindre là-dessus. ils ont tenté des choses. Mais du coup, on les a tués dans l'œuf. Ça n'a pas marché. On a proposé un truc d'original. Et du coup, on l'a tué dans l'œuf. On a rappelé Tonton Gigi. On a dit Tonton Gigi, t'as fait le 7, c'était le même que le 1. Au final, ça avait mieux marché. Du coup, il a fait je vais faire le 9 avec le 3, comme le truc, voilà, comme le 3 de l'époque. Et c'est très bien. Et puis, Papy Palpi, on va le faire revenir des morts. Et puis, les gens seront contents. Ils boufferont ma merde. Oui, tu vois, ça, je déplore. Mais. Et les gens, ils étaient contents, ils ont mangé sa merde. Et ouais, de toute façon, les gens ils ont mangé toute la merde. Mais tu vois, c'est ça qui me tue. Et tu as posé une très bonne question dans ton introduction. Et je pense qu'on peut finir cette première partie, en tout cas sur le cinéma global de masse, blockbusteresque, sur la créativité. C'est que avant d'attaquer les créateurs, avant de dire que c'est que la faute des créateurs et des grandes majors, il faut aussi un petit peu se regarder nous-mêmes et se dire que on bouffe ça et on en redemande et c'est un peu normal qu'on nous serve ça, quoi. C'est-à-dire que si tout le monde faisait des levées de boucliers et n'allait plus voir les Marvel et n'allait voir que les scénarios originaux, je peux te dire que les majors ils réagiraient comme ça. Ce qu'ils veulent, eux, et on le sait, c'est... Monseigneur, il est 8 heures. Oui.
Donc tu vois, si ça rapportait énormément d'argent de faire des films originaux, on en ferait. Donc quelque part, la masse doit aussi se remettre en question. Et les gens qui disent le cinéma perd de sa créativité, on nous resserre toujours la même soupe, bah, cette soupe-là, Coco, si t'en veux plus, arrête d'en manger. Très bonne conclusion. De cette première partie. Eh bien, écoute, je te propose qu'on passe à notre deuxième partie de débat. Et donc pour cette deuxième partie, Boobs, je te propose qu'on parle un petit peu de technique. Exactement. Alors, technique, quand on dit technique, on n'entend pas seulement le cinéma 3D, les effets spéciaux, etc., mais aussi les techniques de cinéma au global, les techniques pour écrire des scénarios, les techniques de réalisation, typiquement la nouvelle vague en France qui avait changé la façon de réaliser des films, avec le film À bout de souffle notamment, de notre ami Jean-Luc Godard. Ce bon Jean-Luc. Qui est paix à son âme d'ailleurs. Exactement, j'allais dire la même chose. Après, je crois que c'est le seul film de la nouvelle vague que j'ai vu, hein, on va pas se mentir. Eh ben, tu sais quoi ? Je n'en ai jamais vu. J'en ai entendu énormément parler, j'ai lu plein de trucs dessus, donc je peux très bien en parler. Okay. Mais j'ai jamais vu un film de la nouvelle vague en entier, ou alors peut-être, mais je sais même pas que c'est un film de la nouvelle vague. Mais probablement. Si, parce que j'ai vu des Godard quand même. Donc j'ai dû voir des films de la nouvelle vague, mais je vois en tout cas en quoi cette période a été importante pour le cinéma. Et en termes de technique, surtout parce que ce qui nous intéresse dans cette deuxième partie, je vois ce que tu veux dire. Il ne faut pas enlever que dans le cinéma, il y a eu des grandes innovations et les innovations ne passent pas que par une meilleure image, des effets visuels de plus en plus c'est globalement impactants. une autre façon de raconter une histoire. Exactement. Du coup, la question se pose, est-ce que la façon de raconter une histoire, quelque part, qui, j'imagine, enfin même pas j'imagine, je sais parce qu'on s'est un peu renseigné, a été étudié et on se raconte des histoires depuis l'aube de l'humanité. Est-ce qu'on n'a plus, on n'arrive plus à innover ? Est-ce que cette technique est un frein du coup, enfin cette technique, le fait que ça répond toujours au même schéma est un frein pour la créativité ? Est-ce que on reproduit toujours les mêmes choses ou est-ce qu'on arrivera encore à, comme à la nouvelle vague, amener quelque chose de frais, de complètement nouveau au cinéma ? T'en penses quoi, toi ? Alors oui, comme tu dis, il y a des techniques au cinéma, typiquement celle du héros 1001 visages de Joseph Campbell, qui en gros a fait une étude sur un ensemble de films et pas que de films, pas en fait, que de légendes, de contes. Toutes les histoires racontées exactement. par l'humanité depuis quelle est l'humanité. Et ce récit-là, en fait, il est assez simple et c'est le chemin des épreuves selon Campbell, donc écrit en 1949, avec une situation normale au démarrage, l'appel de l'aventure, le refus de l'appel, un guide spirituel ou un guide tout court qui vient aider le protagoniste, une aide surnaturelle pour également aider le protagoniste, un premier seuil, ce qu'il appelle le ventre de la baleine, donc c'est une sorte d'épreuve initiatique, les épreuves tout court, la victoire, le retour et retour à une situation normale. Donc c'est Star Wars épisode 1. Enfin épisode 4 en l'occurrence, mais le premier Star Wars qui est sorti, c'est exactement ce qui se passe. Tout à fait. C'est l'exemple parfait de scénario. En l'occurrence, ce que dit Campbell, c'est qu'on retrouve cette trame narrative et cette technique d'écriture dans absolument tous les récits. Le récit de l'Odyssée, ça reprend ce genre de schéma. De la même façon, les récits bibliques reprennent ce genre de schéma. Je dis biblique, mais en général, les récits religieux sur les histoires qui nous sont racontées, ça reprend ce genre de schéma avec des épreuves, avec une morale forte, etc. Et le cinéma moderne ne déroge pas à la règle, absolument. Est-ce que c'est un problème ? Je ne sais pas. C'est-à-dire que je pense que c'est simplement des outils qui sont mis à la disposition de nos chers scénaristes, nos chers réalisateurs. Est-ce que c'est un impératif de suivre à la lettre ces techniques-là ? Je ne sais pas. Je n'ai pas assez d'expérience et d'expertise sur le sujet pour pouvoir le dire, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on ne tente plus vraiment, en tout cas dans le cinéma de masse, c'est ce qu'on a vu avant, des nouveautés. C'est-à-dire que j'ai l'impression que, et c'est pas que le cas, et on y reviendra dans la troisième partie, c'est pas que le cas du cinéma de masse, mais c'est également le cas des séries aujourd'hui, des séries de masse, en tout cas de tout ce qu'on appelle, avec ce terme barbare qu'on a déjà évoqué, de contenu. J'ai l'impression que tout le contenu est basé là-dessus. La série Le Seigneur des Anneaux, la série Game of Thrones, la nouvelle, enfin tous ces récits-là, j'ai l'impression qu'ils reposent
sur des ficelles qu'on connaît déjà, alors que, par exemple, Game of Thrones, la première série, est basée sur un bouquin, certes, mais avait une façon de raconter l'histoire qui était un petit peu différente, C'est vrai. avec la possibilité de tuer le protagoniste au bout de 9 épisodes. de 9 épisodes ou d'un livre, en l'occurrence. Rip Ned Stark. Absolument. Non, mais alors, je suis d'accord avec toi que c'est technique. Et quand on s'intéresse un peu aux héros, Mille et un visages de Campbell ou à des analyses qui sont cette fois poussées sur le cinéma, notamment par Vogler, je vous invite à aller voir des vidéos sur qui est cette personne-là et qui est une... Celles d'Alexandre Astier sont excellentes. Sur Exactement. Et d'ailleurs, j'allais citer Alexandre Astier quand il parle de Vogler, qui est quelqu'un qui a beaucoup analysé les scénarios au cinéma et la façon dont on raconte les histoires. Il y a quelque chose qui m'a marqué et qui me fait penser que c'est plus des outils, comme tu l'as dit, et que c'est pas du tout un tueur de créativité. Je m'explique. Pour moi, quand on fait un métier créatif, notamment dans le cinéma, c'est-à-dire qu'on est auteur ou scénariste ou réalisateur et qu'on va faire une proposition, que ça soit un pur original ou un remake, sequel, tout ce que tu veux, il faut aimer ce qu'on fait, il faut s'amuser. Et pour s'amuser, il faut avoir envie de transmettre quelque chose, sa vision, qui peut être des fois très très inspirée de ce qui a déjà été fait ou complètement original. Pour s'amuser, pour créer, il y a quelque chose que dit Alexandre Astier que j'aime beaucoup, c'est il faut une méthode. La méthode, la technique, même si c'est la même si on applique les mêmes préceptes, ça n'a jamais tué l'art qui sommeille dans chacune des œuvres. Il y a quelque chose que j'aime bien prendre comme exemple, c'est pour construire un mur en parpaing, on a inventé une technique qui marche. Il y a une technique plus optimum qu'une autre. C'est cette technique qui est employée par tous ceux qui veulent construire des bons murs en parpaing. Et pourtant, ça n'empêche pas aujourd'hui des personnes d'innover avec l'architecture et de faire des choses à base de murs en parpaing qu'on n'a jamais vues ou des nouvelles visions, etc. Et pourtant, on utilise la même technique parce qu'on sait que cette technique est la bonne. Je pense que la créativité, elle peut être aidée par des outils. Et oui, on est en 2022, c'est normal que ces outils, si c'est les mêmes qui sont utilisés depuis l'Antiquité, maintenant qu'on a cette chance d'analyser, et en plus nous on est trentenaires, donc on n'a plus le même, on regarde plus un film avec les mêmes yeux que quand on avait 15 ans et on n'avait pas ce recul-là. Donc oui, maintenant on a des schémas qui nous rappellent des choses, et des gens qui sont nés dans les années 60 et qui ont grandi avec le premier Star Wars, c'est sûr que quand 30 ans après on leur ressort la même sauce et les mêmes étapes, ils disent bah ça j'ai déjà vu, c'est éculé et tout. Alors oui, ça se base sur les mêmes techniques, parce que Campbell le dit très bien dans son livre, il dit c'est comme ça se racontent toutes les histoires, mais il y a une raison. Pourquoi toutes ces histoires ont cette construction commune, c'est que ça marque et ça permet de transmettre des choses. Ça permet aux spectateurs ou aux lecteurs, mais en l'occurrence aux spectateurs du cinéma, de s'identifier plus facilement aux héros. Enfin, il y a une raison pour laquelle on utilise ces biais-là et pour laquelle ces scénarios sont marquants. Et il y a un exemple que tu as donné dans ton intro qui est pour moi très marquant de ça, c'est Avatar. Avatar est reconnu par tout le monde, et d'ailleurs on parlera de notre cher James Cameron un peu plus tard dans ce débat, mais Avatar c'est un bon exemple. Avatar, on est tous d'accord que le scénario, on le connaissait tous, on l'a déjà vu plein de fois ce scénario. Dans Pocahontas, c'est un très bon exemple, mais dans plein d'autres films. Le Dernier Samouraï, notamment. Exactement, et dans plein d'autres films de mythes et légendes, et même plus vieux que le cinéma lui-même. Ce scénario de base de un mec qui arrive du côté des méchants au début, et puis qui se lie avec une peuplade ou en tout cas le côté des gentils, on va dire, et qui du coup retourne sa veste et va aider les gentils à combattre les méchants. C'est vu, revu, revu. Et pourtant, Avatar, à l'époque, quand c'est sorti, on a proposé une nouvelle version, une adaptation originale pour le cinéma, complètement. Et en plus de parler de créativité en termes de technique pure, parce que là, c'était le premier film en 3D, je trouve que c'est un bon exemple de... On peut utiliser les mêmes modèles, éculer les mêmes modèles et les rincer et quand même être créatif avec. Alors, je suis d'accord avec toi. Et en l'occurrence, c'est pas du tout sur ça que je voulais axer mon propos dénonciateur de ça. C'est-à-dire que la technique... non, mais c'est très bien et ta clarification est excellente. Et je suis convaincu par ton propos, le fait que la technique n'est pas là pour tuer la créativité. Au contraire, elle est là pour l'aider à s'exprimer au mieux. Mmh. Le problème, c'est qu'elle ne s'exprime plus aujourd'hui dans le cinéma grand public. C'est-à-dire qu'on n'invente plus autant de nouveaux univers, on n'invente plus autant de nouvelles histoires, quitte à les raconter,
quitte à aborder des thématiques qui existent déjà. Parce que de toute façon, toutes les thématiques existent. Le cinéma, il est là pour nous faire ressentir des émotions. Les émotions, on n'en a pas 1000. Enfin, si, on en a peut-être 1000, mais elles ont déjà toutes été traitées par le cinéma et toutes nous ont été données par des films qu'on a vus. Ou des séries d'ailleurs, mais enfin, ou des jeux vidéo. En tout cas, par des objets, ou des livres, évidemment, des livres. Des objets d'art nous ont déjà donné quasiment toutes les émotions qu'on peut ressentir dans la vraie vie. Le problème, c'est que aujourd'hui, j'ai pas l'impression que les films que je vais voir au cinéma, et c'est peut-être moi qui ne cherche pas assez, qui vais pas aller assez dans les petites salles, aller voir des films en tchèque sous-titré, ou des films français, hein, d'ailleurs. Le dernier film d'auteur français que j'ai regardé, c'était un moyen métrage ou un court métrage qui m'a un petit peu retourné la tête, et j'ai pris énormément de plaisir à le regarder, mais par défaut, je vais pas aller voir ce genre de film. C'est pas quelque chose qui est accessible facilement intellectuellement pour moi. C'est-à-dire que en fait, quand je suis devant un film d'auteur, j'ai l'impression de ne pas avoir les armes pour comprendre l'intention du réalisateur parce que je suis pas assez féru de cinéma. Et ça, c'est de la technique, et j'ai l'impression que dans ce cas-là précis, c'est-à-dire dans les films élitistes, la technique devient un frein. Et c'est peut-être ça qui l'empêche de devenir de masse. Et donc quand on parle de la technique au cinéma et du fait qu'on refait les mêmes films, c'est peut-être aussi pour ça, c'est peut-être aussi parce que c'est facile. C'est facile d'utiliser les mêmes scénarios, les mêmes effets spéciaux, les mêmes mondes qui existent déjà, parce que tu n'as pas besoin de te creuser le coquillard pour trouver un nouvel univers. Mais là, je suis en train de lire une série de bouquins que tu m'as conseillé, où l'univers est formidable, et j'adorerais avoir une adaptation au cinéma. De la même façon, j'adorerais que le cinéma invente de nouveaux univers. Là, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on ne fait plus que des adaptations. C'est-à-dire que le dernier film français tiré d'un univers, en l'occurrence fantastique, mais qui existait déjà, c'est celui de Luc Besson avec Valérian et La Cité des Mille Planètes, une adaptation de BD qui est pas si mauvaise en fait. Alors que Luc Besson avait fait Le 5e élément avant. À ma connaissance, ça se basait pas sur un bouquin. Je ne crois pas, et très bon aussi, Le 5e élément, film culte. Scénario certes prévisible, etc., mais trop bien ficelé, avec des répliques cultes, avec une qualité d'écriture que j'ai trouvé très bonne, et typiquement ça fait partie de la créativité. Les films d'Audiard à l'époque avaient une créativité énorme dans la façon de parler des personnages, dans ce parler très naturel, très parisien, ce que fait également très bien Astier dans Les Kaamelott, oui, avec une façon de parler un petit peu particulière, avec beaucoup de métaphores, et ça, j'ai l'impression que dans le cinéma actuel, on ne le retrouve pas. C'est-à-dire que les blagues dans les Marvel, alors en l'occurrence, je tape beaucoup sur les Marvel, mais c'est parce que pour moi, c'est très caricatural. Les blagues dans les Marvel, tu la sens arriver à chaque fois à 1000 lieues. Ouais, mais ça marche. La blague, elle tombe, tu sais qu'elle doit tomber là, et qu'elle soit bonne, pas bonne, c'est pas grave, tout le monde rit. Tout le monde s'arrête et regarde le petit clin d'œil, machin, et ensuite on passe, alors qu'on est en plein milieu d'une scène d'action. Et, tu vois, ça, j'ai l'impression que ces ressorts-là sont trop vus aujourd'hui, et j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à en sortir, dans le cinéma de masse en tout cas. Le fait de mettre des effets spéciaux de partout, le fait de jouer avec ça, mais sans vraiment jamais vouloir le retourner. Le dernier film à effets spéciaux qui m'a vraiment retourné la tête, et c'est le cas de le dire, c'est Inception. C'est vrai. Et c'est vieux, Inception. Et d'ailleurs, le dernier Nolan n'a pas réussi, j'allais dire, à Tenet, exactement. Oui, Tenet, je ne l'ai pas vu encore. Il n'a pas réussi à refaire pareil. Pourtant, c'était une création originale aussi. Alors, je vois ce que tu veux dire. Je ne peux pas m'empêcher de penser que là, alors autant j'ai dit dans la première partie que la faute, elle était un peu celle du public. Là, je vais dire que la faute, elle est un peu du côté des créatifs. Et je peux comprendre que quand on crée quelque chose, on est forcément inspiré, entre guillemets. Moi, par exemple, quand je fais du dessin, ou un auteur de BD, ou un créateur de jeux vidéo, ou même un écrivain, va forcément instiller dans son œuvre, à part si c'est un génie absolu et qui vit dans une grotte et qui arrive à popper comme ça des chefs-d'œuvre absolus, mais on va pas se mentir, ça n'existe pas. Tout le monde est nourri de ce qu'il a consommé. Je peux comprendre que quelqu'un qui, aujourd'hui, va faire un film, imaginons demain, toi, Amou, tu veux faire un film, tu vas forcément t'inspirer de tout ce qui t'a plu. Et tu vas t'inspirer de ce qui t'a plu et de ce qui marche un peu, entre guillemets. Enfin, tu sais que ça plaît, alors que filmer un film en couleur cacadois et en faisant parler tous tes acteurs dans leur barbe,
sais que c'est peut-être une idée originale, mais ça va peut-être pas bien marcher. Enfin, tu vois. Donc, Oui, tu vas original être veut pas dire bien. Voilà, Ouais, exactement. on est d'accord. Et du coup, je suis d'accord qu'avec cette massification qu'on a de l'offre cinéma et cette Disneyification un peu trop poussée, ça freine un peu les créas. En tout cas, les créas, ils se disent ouais, j'ai peut-être une idée originale, mais bon, ce que les gens ils veulent, ou en tout cas, ce qui marche, c'est ça. Donc, je vais plutôt faire un peu comme ça. Enfin, voilà. Ça, je peux comprendre et que c'est un peu une mort de la créativité, entre guillemets, une petite mort de la créativité, mais en même temps, ça donne des envies à de plus en plus de gens. Enfin, je parle des grands films, hein, les gros blockbusters. Ça donne de plus en plus envie à des gens de créer quand même s'ils s'inspirent beaucoup de ça et ils vont du coup nous refaire pareil, etc. Mais quand tu comptes les fanfictions, quand tu vois YouTube, quand tu vois les tonnes de créations cinématographiques ou de courts-métrages, etc. qui sont proposés aujourd'hui, alors oui, sûrement très inspirées pour la plupart d'entre elles. Je peux pas me dire que c'est une mort totale de la créativité. Après, on vit dans un monde où on aura de plus en plus c'est normal, on nous donne de plus en plus de contenu à bouffer, donc on est de plus en plus inspiré, et donc on risque de se cantonner, en tout cas, à ce qui existe. Et c'est vrai que le vent de fraîcheur, ça fait longtemps, en tout cas, qu'il n'y en a pas eu un global comme a pu l'être la nouvelle vague à l'époque, en tout cas, où on a pu se dire, putain, là, cette année, on a eu 10-15 de films nouveaux où ça sortait de l'ordinaire de fou. Mais il ne faut pas oublier que ça n'arrête pas. Je pense que ce que tu dis vient aussi d'un élément qui est quand même important à noter, c'est que on est en 2022. Le cinéma existe depuis plus de 100 ans. Indeed. Donc, la question a-t-on fait tous les films, elle prend tout son sens. C'est-à-dire que est-ce qu'on est capable de vraiment traiter un nouveau problème avec un œil nouveau ? Je pense qu'en fait on est un petit peu arrivé au bout du concept, c'est-à-dire que un Godard qu'on citait tout à l'heure, ou un Louis de Funès ou un Charlie Chaplin, quand ils arrivaient et qui faisaient une proposition, ça n'avait jamais été fait par définition parce que c'était un média nouveau. Aujourd'hui, je n'accuse pas les scénaristes de ne pas trouver de nouvelles idées, c'est que c'est très compliqué dans la mesure où beaucoup de choses ont déjà été faites. Le cinéma est vraiment rentré dans les foyers de tout le monde, dans la vie de tout le monde. Et il y a énormément de films qui ont été produits depuis le début de l'histoire du cinéma. Et c'est compliqué d'avoir une thématique nouvelle qui n'a jamais été traitée. Avec les influences, comme tu dis, c'est-à-dire que le fait d'avoir vu plein de fois des films au cinéma, plein de fois des films tout court, quand les scénaristes ils écrivent, c'est compliqué de sortir de ce carcan-là, de sortir d'une façon de réfléchir, d'une façon de filmer, d'une façon de scénariser. En l'occurrence, même malgré la méthode, hein, c'est-à-dire que la méthode, elle est tordable, elle est évidemment utilisable de plusieurs façons différentes. Mais j'ai un exemple en tête d'un film qui m'avait marqué d'ailleurs, et qui est récent et qui va plutôt dans ton sens, c'est-à-dire que la créativité peut toujours exister. C'est un film en plus de masse que moi j'avais vu au cinéma et que j'avais trouvé très bien. D'ailleurs, je vais citer 2 films. C'était le film Dunkerque. Oui. Le film Dunkerque qui parle d'un sujet que tout le monde connaît, la Seconde Guerre mondiale. Le sujet est posé, l'évacuation de Dunkerque, tout le monde connaît. Sauf que ce qu'il arrive à faire intelligemment, c'est, il te le montre dès le début du film, c'est de jouer sur la temporalité. C'est-à-dire de dire, il y a une action qui se passe en une semaine, il y a une action qui se passe en une journée, il y a une action qui se passe en 1 heure. Et tu les vois s'alterner dans le film jusqu'à un moment de catharsis où les trois se retrouvent pour ce moment précis de l'évacuation de Dunkerque et qui permet de donner du relief au propos. Et j'avais trouvé cette idée-là créative vraiment excellente. De la même façon, 1914, là pour le coup, l'idée créative, elle est vraiment sur 1917, pardon. 1917, oui. J'avais vu les 2 précédents, moi. 1914, 1915, je les avais tous vus. Ouais. Donc 1917, c'est vraiment le meilleur de la série. Et, en l'occurrence, 1917, filmé en plan séquence tout le long. Enfin, en faux plan séquence, mais le principe de plan séquence tout le long. Je trouve que là, la technique, elle sert le propos parce qu'elle donne de l'intensité à tout le film, et où tu es pris un petit peu à la gorge par l'enjeu, par les personnes, alors que le scénario, encore une fois, il tient sur un bout de papier. C'est vrai. C'est juste 2 gars qui doivent aller livrer un message à un endroit. Un type. Mais c'est vrai. Mais tu vois, c'est un très bon exemple que tu utilises 1917, parce que faire un film en plan séquence, ça avait déjà été fait. Faire des films sur la Seconde Guerre mondiale, ça avait déjà été fait. Peut-être que les 2 ensemble n'avaient pas déjà été faits, mais je suis sûr que si on va chercher, c'est très possible que ça ait déjà été fait. Et pourtant,
on a kiffé, on a aimé la proposition originale. On a kiffé, tu peux le dire, on a C'est voilà, kiffé. puis c'est compté comme vu que le scénario est original, etc. C'est compté comme un film original et ça a été apprécié comme tel, en tout cas. Donc c'est un très bon exemple de, on peut faire nouveau. Mais le Moi, robinet je- se tarit, on en fait de Alors, moins en moins. Le robinet se tarit, mais on continue. Moi, je serai défendeur toujours de ça. Et il y a quelque chose que j'apprécie beaucoup dans le cinéma. Et je suis peut-être pas un grand amateur de cinéma français. Et j'en suis désolé. Je sais qu'on a de très belles pépites en France. Mais par contre, je suis un grand amateur de cinéma d'animation. Et s'il y a bien un milieu dans lequel le cinéma continue d'innover et où on a des originaux vraiment tous les ans qui sont intéressants, c'est dans le cinéma d'animation. Alors Pixar en tête de file, bien sûr, et les derniers, que ce soit Souls, que ce soit Vice Versa est une pépite absolue. J'aime beaucoup. Mais sans même parler de Pixar, moi je vais donner un exemple qui va rentrer en plein en plus dans le débat qu'on est en train d'avoir. C'est un Marvel pourtant, et je vais parler du dernier film d'animation Spider-Man. Donc la suite va sortir, mais qui était Into the Spider-Verse, qui est sorti il y a 4 ans tu vas peut-être. avoir du mal à me convaincre. Ce film est incroyable d'originalité. En termes d'animation, ça n'avait jamais été fait. C'est une pépite absolue en termes de techniques d'animation qui ont été mis en place dans le film. Le scénar, oui, c'est un scénar de film de super-héros, et oui, ils n'ont pas réinventé la roue, mais ils ont créé quelque chose. En plus, Marvel n'était pas encore arrivé avec son multiverse, etc. Donc il y avait quelque chose de frais. La présentation de Spider-Man, alors des Spider-Man, il y en a eu au cinéma, je peux te dire, et je suis d'accord, Spider-Man, on l'a vu dans encore pire que Star Wars. On a vu Spider-Man dans tous les états, des films, des séries, des BD, le comics qui existe depuis les années 70. Enfin Ouais, voilà. mais c'est fou, maintenant ça veut dire que avec le, si j'ai bien tout compris, je les ai pas vus, hein, avec le multiverse, il y a autant de versions Spider-Man qu'on veut, quoi. Oui, mais c'était déjà le cas dans les comics. Là, tu réveilles le Boobs qui s'y connaît pas mal en comics Marvel. C'était déjà le cas. Mais même sans ça, ce que je veux dire, c'est que ce film-là, et je conseille à tous les gens qui détestent Marvel, et vous avez le droit, et en tout cas le Marvel Je déteste Cinematic pas, Universe. juste Non, que non, ça mais m'intéresse je sais que toi plus tu trop, détestes quoi. pas, mais même les gens qui n'aiment pas ce que propose Disney de Marvel, regardez ce film, c'est pas un Disney. Donc vous n'encouragerez pas le Cinematic Universe de Marvel. C'est un film d'animation, Into the Spider-Verse. Regardez-le, la BO est incroyable, la façon d'animer est nouvelle, vraiment fraîche, le scénario est intéressant, la façon d'aborder les problématiques de Spider-Man, c'est pas le Spider-Man que vous avez l'habitude de voir. Intéressez-vous Mais à ce film. artistiquement, est-ce que tu peux vraiment mettre ça en regard, par exemple, d'un Miyazaki, tu vois? En vrai, dans les films d'animation, moi je trouve que c'est une claque, et j'adore les Miyazaki, je suis un grand fan aussi, mais c'est une claque qui n'avait pas eu son pareil depuis pas mal de temps, vraiment. Quand ce film est sorti, et depuis ce film d'ailleurs, il n'y en a pas eu trop d'autres. Pour reciter Alexandre Astier, il y a les films Astérix, les films d'animation Astérix que j'ai trouvé excellents. Alors qui sont des Qui sont adaptations. des adaptations. Mais tu vois, il y a de l'originalité, on peut trouver de l'originalité. Bah, est-ce partout. qu'un bon film a besoin d'être original? Mais en fait, Parce que pour moi, ce que tu dis avec Spider-Man, j'ai pas l'impression de voir de l'originalité. C'est-à-dire que des nouvelles techniques d'animation, mais est-ce que la technique, c'est ça que elle tu vas sert, voir au non mais cinéma? elle sert le propos dans ce film. C'est ça que je veux dire, c'est que elle n'est pas juste on a mis une nouvelle technique, regardez ce qu'on sait bien faire et on vous fait un film Spider-Man comme un autre. Elle a vraiment un propos original, en tout cas artistique. Et pour répondre à ta question, qu'est-ce que c'est l'originalité? Moi, en tout cas, mon avis au cinéma, c'est que l'originalité, c'est quand on amène quelque chose de nouveau, même pour des choses qui sont de la réutilisation et du recrachage de même merde. Si on arrive à apporter... Les films de Noël chaque année. si ça apporte quelque chose de nouveau, oui. Si c'est une copie et filmée de la C'est même façon, tous des copies. voilà. Non, mais oui. Non, mais je suis d'accord avec toi. Quand on se contente de Sauf faire Die un Hard. copier-coller, et ça, c'est une honte, mais c'est une honte dans tous les arts, hein, depuis la création de tous les arts, pas que dans le cinéma. Quand on fait une copie pure de la même technique, voilà, je recopie ce que faisait Monet et du même style que lui, exactement, je vais reproduire quelqu'un. Non, il n'y a pas d'originalité là-dedans et je pourrais pas dire, j'ai beau aimer les Marvel, oui, il y a certains Marvel, c'est des pures copies de celui d'avant et c'est pas très original. Mais il y a aussi des choses originales qui sortent. Alors, ça pose une question sur justement la créativité et pour le coup, je vais faire un pas dans ton sens, mais est-ce que le cinéma est pas en train de changer un petit peu dans son... Enfin, le cinéma de masse, encore une fois, hein, dans son mode d'expression. C'est-à-dire que, est-ce que ce qui est en train de nous imposer Marvel, et c'est peut-être ça là, le changement qu'on va voir, c'est pas justement d'avoir ce concept de série de films,
où en fait tu ne peux pas aller voir là aujourd'hui je ne peux pas aller au cinéma et regarder Doctor Strange sans avoir vu tous les Marvel avant. Oui et non. Mais je te pense l'accorde. que je ne peux pas comprendre. Enfin, je vais pas comprendre la moitié du film, quoi. Je te l'accorde. Et du coup, le fait de tisser cette toile-là et de faire en sorte à ce que alors c'est clairement dans un but économique, mais est-ce qu'on peut pas y voir aussi une démarche artistique, peut-être qu'on peut, ou en tout cas voir peut-être a posteriori et analyser le fait de se dire, ok, un film c'est pas suffisant pour constituer notre toile, donc il faut qu'on ait un ensemble de films qui racontent des bouts d'une histoire bien plus globale et que peut-être que l'originalité, la créativité, alors je fais vraiment un pas dans ton sens, Boobs, hein. Je l'apprécie. Est-ce que justement l'originalité, c'est pas d'avoir cet ensemble un petit peu gigogne de films qui s'enchaînent et qui s'imbriquent les uns dans les autres pour donner une histoire un petit peu globale? Alors si, complètement. C'est de l'originalité en soi. Et la transformation du cinéma et ce qu'a créé Disney avec le MCU était original en soi. Et vraiment créer, j'allais dire, une saga cross-média aussi importante que ça, c'est hyper original. Ça n'avait jamais été fait. Je pense qu'on peut directement enchaîner par la dernière partie qui fera un peu office de conclusion sur la créativité en général. Oui, on va connaître des grands changements sur la façon de raconter des histoires, sur la façon de créer des choses, et pas qu'au cinéma. On ressent ce qui a été la base de ce débat aujourd'hui à Mousse, c'est-à-dire on ressent un certain... Une panne pas une panne, mais en tout cas, oui, on peut dire une panne dans tous les milieux créatifs. Dans les jeux vidéo, on nous resserre des remakes et des redites et des choses comme ça. FIFA 22 était quand même vachement mieux que FIFA 21. Non, mais tu vois, genre, dans les jeux vidéo, on nous ressort The Last of Us Remake. The Last of Us, c'était un très bon jeu qui est sorti il y a une dizaine d'années. Grosse tendance actuellement très de bien. refaire des Voilà, jeux. On refait. Surtout, ouais, The Last of Us, on parle d'un film qui a d'un jeu qui a 10 ans. Oui, complètement. Mais comme on nous a refait Final Fantasy VII Remake, qui est une création originale, parce que c'est un nouveau gameplay, c'est une nouvelle façon, et pourtant on nous ressort une histoire qu'on connaît déjà, etc. Un jeu qui a été un grand succès, donc c'est aussi dans une logique de moula, hein, on va pas se mentir. Mais Jingle moula. Mais à part ça, à part la recherche à tout prix de faire plaisir aux gens et du coup on leur resserre les mêmes soupes, il faut pas se mentir, la créativité, elle va toujours être là et il n'y a pas de sous-créativité. Et moi, il y a quelque chose que j'ai envie de dire, c'est que... Il y a quand même des génies et puis des moins bons, quoi. Oui, mais il faut évoluer. En fait, ça évolue. Les nouveaux génies, enfin, ça se trouve, Kevin Feige, créateur du MCU, aujourd'hui, il est un peu décrié par les cinéphiles pointus. Dans 50 ans, les cinéphiles pointus, ils parleront de Kevin Feige et ils fustigeront les nouveaux créateurs de 2070 qui, pour eux, serviront de la merde réchauffée. Enfin, tu vois, il faut évoluer avec les époques. Et je vais donner un exemple qui est peut-être pas hyper pertinent, mais qui, moi, me parle beaucoup. Je vais parler des fêtes foraines et des foires. Les foires et les fêtes foraines, si tu regardes les foires et les fêtes foraines des années 30, par rapport aux foires, aux fêtes foraines qu'on a aujourd'hui, ça a hyper évolué. Maintenant, il y a de l'électronique partout, il y a des manèges qui vont dans tous les sens, il y a des super grands 8, machin et tout. Il y a plus. Avant, il y avait l'époque où il y avait la foire aux monstres, la femme à barbe, machin et tout. Maintenant, tu vois plus du tout ça. Maintenant, il y a de la VR dans les parcs d'attractions, machin et tout. Tu vois, ça a évolué avec son temps. C'est devenu une nouvelle offre. C'est vrai que la femme à barbe aujourd'hui, voilà, en 2022, donc plus chaud. Donc, que le cinéma évolue, oui. Que la créativité évolue et que du coup, ce qu'on trouvait original avant n'est peut-être plus ce qui est en tout cas proposé aux masses aujourd'hui de prime abord. Qu'il faille faire attention à ça. Je suis complètement d'accord avec toi, Amou, et c'est bien le point sur lequel je vais te rejoindre aujourd'hui, c'est-à-dire que faut toujours avoir des gens qui tirent la sonnette d'alarme et qui disent attention, il faudrait peut-être aussi qu'on laisse de la place à des auteurs qui ont des idées un peu plus originales et pas forcément toujours la même soupe. Donc je pense que tu serais d'accord, et moi aussi, je suis pas du tout pour qu'on arrête de faire des Marvel ou des films comme ça. Par contre, je serais d'accord pour que les grandes majors... Qu'on arrête d'aller les voir. Alors non, même pas. En fait, que les grandes majors, tout simplement, prennent leurs responsabilités vis-à-vis du cinéma. C'est-à-dire que voilà... Disney, Warner, etc., ces grandes majors-là qui sont aujourd'hui le cinéma global de masse, prennent leurs responsabilités en mode « Ok, le cinéma, c'est nous, en grande partie, c'est nous. » Et du coup, on va
faire un peu mieux ruisseler. Tu le disais tout à l'heure, le ruissellement aujourd'hui ne marche pas dans la culture, dans le cinéma. Il faudrait un peu plus. Il faudrait, je ne sais pas, que Disney ouvre un studio de films complètement originaux et subventionne des idées qui sont un peu nouvelles. Et je suis sûr que ça existe déjà. On n'est pas assez renseigné et pas assez cinéphile, mais en tout cas, il faut encourager. Et c'est pas ce que fait Netflix dans une certaine mesure. Si, complètement. En finançant des petits films, etc. Et des produits locaux, quoi. Très bonne, c'est une très bonne transition que tu fais. En effet, moi. Pose, et là, pour le coup, j'ai déjà évoqué ce point-là dans mon introduction. C'est bien, la boucle se boucle. C'est que Netflix a tendance aussi à utiliser ces contenus nouveaux, originaux, pour acquérir de la data sur les gens qui regardent. Et donc, plus des produits vont être regardés, plus ça va créer, algorithmiquement, au niveau algorithmique, ça va créer des tendances qui permettront de savoir, ok, les gens ont beaucoup aimé cet épisode-là de telle série, parce qu'il contient ça c'est le passage le plus revisionné. Les gens apprécient cette série-là parce qu'il y a telle tête d'affiche, et au final, ça donne des produits finis comme Squid Game, qui est juste un agglomérat de choses qu'on a déjà vues, qui ont déjà été faites. C'est un Battle Royale, en gros, mais avec des jeux différents à la Koh-Lanta et à la... que des choses qu'on a déjà vues, mais poussées un petit peu à l'extrême dans un univers précis qui est parfaitement calibré au poil de derrière près pour que les gens le regardent. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Les gens ont regardé. Oui, alors... Oui et non. Oui, ça va entraîner. Tu as raison sur le fait que... C'est l'algorithme qui a créé une série. Bien sûr. Ça va entraîner, de toute façon, un marché comme le marché du cinéma va toujours entraîner des boîtes comme ça qui font des modèles. Donc, j'ai une réponse à ça juste après. Par contre, pour Squid Game, je fais une petite parenthèse. Je pense que le créateur de Squid Game, qui s'est fait refuser pendant 10 ans son concept dans toutes les télés coréennes, si à lui, tu lui dis... Et c'est Netflix qui lui a donné l'opportunité de tourner son truc, pas forcément très original, on est d'accord. Je pense que lui, il pensait avoir une idée assez originale. En tout cas, il s'est battu pendant 10 ans pour la faire valoir. Donc, c'est pas Netflix qui a créé Squid Game que pour répondre à la masse. Ça a marché parce que Netflix a senti... Ils ont quand même mis de l'argent pour pouvoir produire un truc mais il y a une idée de quelqu'un derrière. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une idée de quelqu'un derrière qui, depuis longtemps, avait cette idée-là en tête. Donc, c'est pas forcément que à cause de Netflix. Et surtout, il ne faut pas oublier que les plateformes sont aujourd'hui de très 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 gros financeurs de la créativité au cinéma. Et tu as plein d'auteurs et de scénaristes qui disent merci aux plateformes de m'avoir laissé la totale liberté de faire mon film parce que les grandes majors ne me laissaient pas. Donc moi, la réponse que j'aurais à ce que tu as dit, c'est oui. C'est sûr que Netflix, une fois qu'ils auront fait tourner leur algorithme et qu'ils auront la recette parfaite, bien sûr que Netflix, ce qu'ils veulent, c'est de la moula, donc ils vont nous servir la moula qui marche. Lupin, exemple parfait. La réponse à ça, c'est continuons de concurrencer. Netflix a été une bonne concurrence et quand Netflix est arrivé, c'était frais. Et ils ont proposé des films originaux au début de Netflix, souvenez-vous-en, qui étaient plutôt frais. Et il y a des très bons exemples sur Netflix, sur Prime Video, de production originale assez fraîche. Et ben, continuons à leur faire de la concurrence. Et j'espère que Netflix, Prime, etc. seront remplacés par d'autres acteurs qui arriveront avec des choses frais, que ça un petit peu bousculera le cinéma, les modes de consommation, et continuons à aller de l'avant, comme le dit Edward dans Full Metal Alchemist, parce que moi, en tout cas, je finirai sur ça et je te laisserai le soin de conclure. On n'a pas fait tous les films. Par contre, on risque de nous resservir des films qu'on a déjà faits pendant très longtemps. Mais quelque part, est-ce que refaire des films, oui, des fois c'est un peu la facilité. Moi, j'aime aussi voir ça comme un hommage. On peut être créatif avec une soupe qui a été déjà faite. Et n'oublions pas que le pot-au-feu, le lendemain, c'est aussi très bon, voire meilleur. Eh bien, écoute, j'aime bien cette conclusion culinaire et j'aimerais juste dire un point sur Netflix. Je me suis désabonné et je risque de me réabonner à un moment précis. Ce sera à la sortie des films animés d'Alain Chabat, d'Astérix. Parce que j'avoue que là, très bon point pour Netflix d'avoir donné les mains libres à Alain Chabat. Ça n'a pas de prix.
Cet homme doit avoir les mains libres. Oui. Libérer Alain. Bon, il est plutôt libre en ce moment. Libérer Alain. Il est plutôt très libre. On aimerait que tout le monde se cotise pour qu'on libère Alain Chabat. C'est ça. Libérons plus Alain Chabat. On veut plus de encore, Alain Chabat. On veut plus de Alain Chabat dans nos vies. En fait, tu vois, est-ce qu'on serait pas nous aussi des gens qui redemanderont la même chose tout le temps? Non, je veux du Alain Chabat. Oui. Mais je veux qu'il fasse plein de choses différentes. Typiquement, Santa et compagnie, j'avais trouvé ça à mourir de rire. Moi. C'est du Je sais Alain pas si Chabat. tu l'as vu. J'ai vu Santa. Moi, j'ai juste le fait qu'un des reines s'appelle Ralph le Renne. C'est juste cette vanne, elle suffit à m'emmener C'est Alain à Chabat, aller mille voir fois. ce film. Bon, vous l'aurez compris, mon cher camarade n'est pas très objectif quand il s'agit de parler d'Alain Chabat. Absolument. Mais je le rejoins sur ce point. Alain Chabat est un grand créatif. Mais tu vois, il y en a à toutes les époques et il y en aura encore. Et je pense que le prochain Alain Chabat... c'est moi. Non, mais Non, je pense pas. est là. Et il y aura encore plein de nouvelles choses. Et on va continuer à rêver en allant au cinéma. Je pense qu'on peut finir sur ce message-là. À Oui. nous. J'espère que vous avez aimé ce débat, même si je pense pas qu'on soit arrivé à une réponse. Et en fait, finalement, c'est pas le but. Le but, Non. c'est finalement pas de vous donner des réponses, mais plutôt de vous poser des questions. Tout à fait. Eh bien, écoutez, sur cette note créative, je vais te souhaiter une très belle fin de journée, mon cher Boobs. Est-ce Moi, que de tu même. as un petit mot à ajouter? Oui, dernière chose et qu'on peut dire à tout le monde, continuez d'aller au cinéma, continuez de regarder des films, que ce soit sur votre canapé, sur votre téléphone, sur Moi, je vous donne pas de Netflix, conseils, vous faites comme vous en voulez. VHS. Le cinéma n'est pas mort, selon moi, et la créativité vivra. À très bientôt, au mois prochain. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve le mois prochain et puis peut-être un petit peu plus tôt, si ce coup-ci, on arrive à vous faire un petit bonus. Promis. À plus tout le monde. Bisous Ciao. tout le monde.